professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie à l'hôpital Bichat, Université Paris-Cité, chercheur en neurosciences et qui s'occupe aussi de la médecine du sommeil avec le centre Chronos notamment. Et donc Pierre va vous parler de sémiologie du contenu onirique, nouveau biomarqueur. Merci Pierre. Merci beaucoup Cléa d'avoir organisé ce sympo AESP centré sur la sémiologie. Il va falloir se concentrer parce qu'il y a du bruit du forum à côté, c'est pas forcément très pratique. Et donc voici mes conflits d'intérêts. Alors, on va commencer pour illustrer le propos que je vais vous présenter par deux verbatims de patients qui illustrent la thématique. D'abord Marc, qui souffre de troubles bipolaires de type 1. Chaque jour, je devais pousser et rouler ma pierre. C'était assez décourageant car elle devenait chaque jour plus lourde. Puis, j'ai eu des insomnies avec des cauchemars. Atteindre la fin de journée n'était même plus un soulagement, jusqu'au jour où j'ai commencé à rêver du pont à côté de chez moi. Les images étaient là, je savais comment j'allais mourir, et cela, paradoxalement, m'apaisait. Et un jour, je suis allé sur ce pont en voiture, j'ai demandé à vous rencontrer, car j'ai peur de faire une bêtise. Nelly, 39 ans, qui souffre d'une dépression du postpartum, et qui nous a consultés pour des cauchemars. Mes envies de mourir sont arrivées lorsque j'ai commencé à mal dormir et à faire des cauchemars. Certains cauchemars étaient toujours les mêmes, d'autres étaient nouveaux. J'ai plutôt toujours bien dormi avant cela. Mais alors que j'étais au plus mal, mon sommeil n'était même plus un lieu de refuge. Je n'avais aucun moment de répit et j'étais désespéré. Alors, que nous apprennent les autopsies psychologiques de patients qui, hélas, se sont suicidés. Une étude de Goldstein et collaborateurs en 2008 qui a étudié, donc rétrospectivement, 140 adolescents qui se sont suicidés versus 131 contrôles. Le premier message que je veux vous adresser, c'est que la moitié des patients suicidés présentaient une dépression cliniquement significative versus environ 10% sur une population contrôle d'à peu près le même âge. Autre chose tout à fait notable relevée par ces auteurs, c'est que les altérations du sommeil étaient très fréquentes. 31% pour la semaine précédant le suicide, 60% pour la semaine du suicide, donc des choses qui sont probablement d'ailleurs sous-identifiées, hein, puisque c'était que des données rétrospectives, versus, vous voyez, 4-15%. Et il y avait en plus une association avec l'aggravation de ces symptômes. L'association était conservée même quand on contrôlait sur le fait de souffrir de symptômes dépressifs, et donc l'aggravation de ces symptômes du sommeil était davantage associée au groupe des patients suicidés. Étude australienne de Littlewood et collaborateurs qui s'est intéressée à la mesure objective du sommeil par actigraphie et par des questionnaires qui ont interrogé subjectivement donc ce sommeil. Ils avaient 51 patients qui souffraient de dépression. Ils avaient un sommeil qui était significativement perturbé, qui est un Pittsburgh supérieur à 5, et ils avaient présenté, pour cette cohorte-là, des idées suicidaires ou des comportements suicidaires dans le mois précédent. Et ce que montrent ces auteurs-là, et toute l'originalité de cette étude, c'était de s'intéresser au sommeil la veille des idées suicidaires, parce que vous savez que le phénotype suicidaire, la crise suicidaire est un phénotype qui est très fugace, hein, qui disparaît assez vite dans le temps dès qu'on intervient, dès qu'on soulage le sujet. Et ce qu'il montrait, c'est que la réduction du temps total de sommeil, objectivement mesuré ou subjectivement, ainsi que la qualité du sommeil rapportée par les patients, corrélait avec la présence d'idées suicidaires le lendemain. Alix Romier, qui est peut-être dans cette salle-là d'ailleurs, a fait une méta-analyse d'autres études qui, là, se sont intéressées à l'architecture du sommeil évaluée par polysomnographie. Et donc, il y avait 5 études qui a mesuré le temps total de sommeil et son association avec les comportements suicidaires. Et là encore, cette méta-analyse confirme que la réduction du temps total de sommeil est associée à une augmentation des comportements suicidaires. Et dans une autre étude avec deux autres collègues, Nicolas Hurtel et Hugo Père, nous avons pu regarder si cette altération du sommeil dont je vous parle tout à l'heure, qui, on le sait, est associée
à quasiment l'ensemble des pathologies psychiatriques. Et dans l'étude d'autopsie psychologique, on a vu qu'un patient sur 2 souffrait de dépression. La question naturelle qui vient, c'est est-ce que cette association avec la crise suicidaire n'est pas médiée par la pathologie psychiatrique, par les traumas, par les addictions, par l'anxiété, par la dépression, etc., etc. Donc pour pouvoir prendre en compte ce type de facteurs, il faut un design d'études longitudinal, prospectif. Il faut une taille de population suffisamment grande pour avoir la puissance de pouvoir contrôler sur un ensemble de facteurs importants. Et puis observer suffisamment d'événements. Donc là, c'était une population représentative de la population générale, américaine, 34 000 individus. Ces patients ont été suivis 3 ans. Sur ces 3 ans, 241 tentaient de se suicider. Et ce que notre étude montre, c'est qu'il y a une association entre plainte de sommeil en basal et l'occurrence d'une tentative de suicide, ceci indépendamment de toute psychopathologie et des autres facteurs de risque connus de suicide. Et cliniquement, c'était tout à fait pertinent, en tout cas significatif, puisque on avait 60% de gens qui tentaient de se suicider, qui avaient une plainte de sommeil en basal, versus 20% pour ceux qui ne tentaient pas de se suicider. Donc vous voyez 3 fois plus de plaintes de sommeil en basal, et c'est important d'aller regarder les chiffres en détail quand on s'intéresse à des effectifs aussi importants, puisque les P sortent toujours de manière significative. Alors, sur cette slide, je vous ai fait un résumé de ce qu'on connaît de la littérature scientifique sur les liens entre le sommeil et la crise suicidaire. Les altérations du sommeil qui sont rapportées comme étant associées à ce surrisque de suicidaire, les 2 principales sont l'insomnie, et en particulier les réveils précoces, et les cauchemars. La fréquence de la plainte de sommeil est associée aussi au surrisque. L'augmentation du temps d'éveil la nuit, et surtout la deuxième partie de nuit. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt dans la matinée, il y a une équipe américaine, surtout l'équipe de Michael Gröner, qui a beaucoup travaillé sur ça, et notamment qui prend en compte le temps d'éveil nocturne, et qui démontre bien que nous ne sommes pas faits pour être éveillés la nuit. On a 10 fois plus de comportements suicidaires la nuit lorsqu'on est éveillé versus le jour. C'est associé à, il y a plein de causes physiologiques sous-jacentes dont on pourrait reparler. Le temps total de sommeil quand il est diminué, notamment quand il est inférieur à 5 heures. La temporalité, on sait qu'il y a un pic de suicide au printemps, en juin, qui a été répliqué sur les 10 dernières années, notamment dans un travail de Marine Ambarakawi. Et le chronotype, les jeunes se suicident plus le soir et les sujets âgés plus le matin. Le jet lag social, qui est un vrai problème chez l'enfant, chez l'adolescent. Donc cette différence des horaires de coucher et de lever entre le week-end et la semaine est associée à un surrisque et toute désynchronisation des rythmes circadiens. Alors qu'en est-il des cauchemars, qui est donc un facteur prédictif principal avec l'insomnie? Alors, l'idée du rôle des rêves dans la prédiction de l'avenir dans la vie d'un individu, cette idée est ancienne, remonte à l'Antiquité. Notamment, vous savez que les croyances primitives rapportent que les rêves étaient envoyés, notamment par les dieux, pour transmettre un certain nombre de messages aux mortels, et notamment pour l'aider à prévenir l'avenir de ce qui allait lui arriver. Donc ces rêves étaient considérés comme les messagers des dieux. Et c'est Aristote le premier qui a appliqué cette idée au champ médical en suggérant que les rêves pouvaient révéler les premiers signes de changement dans le corps qui étaient imperceptibles par la personne. Alors, et puis en psychiatrie, ça vous le savez, c'est Freud le premier, en tout cas, qui a pu utiliser ces rêves comme objet thérapeutique, comme fenêtre sur l'inconscient, pour éclairer nos désirs cachés, nos peurs et nos conflits non résolus. Et il y a une idée assez originale et qui s'est plutôt confirmée dans l'étude neurobiologique sur les cauchemars, qui était proposée par Freud, que les rêves pouvaient avoir un rôle de fonction de protection au cours du sommeil, et c'est probablement ce qu'on comprend maintenant des cauchemars, dont je vais vous parler un peu plus précisément. Quand on parle de troubles des cauchemars, eh bien, on a une occurrence répétée de rêves prolongés, extrêmement dysphoriques, bien mémorisés, et qui impliquent généralement des menaces pour la survie, la sécurité ou l'intégrité physique des sujets. Les cauchemars surviennent principalement dans le sommeil paradoxal, donc c'est le dernier stade de sommeil au cours d'un cycle de sommeil, et c'est un stade de sommeil particulièrement riche en deuxième partie de nuit.
Il peut être différencié des autres parasomnies, comme les terreurs nocturnes, comme les éveils confusionnels et autres, par un retour rapide à une pleine vigilance, mais par la persistance d'émotions telles que la peur. Alors, on peut avoir d'autres émotions, hein, c'est souvent la peur dans les cauchemars, mais on peut avoir aussi des émotions telles que la colère, la honte ou la tristesse. Il y a une fonction physiologique au cauchemar, hein, c'est tout à fait sain et tout à fait normal. Je vous souhaite de faire des cauchemars. Pourquoi? Parce que les cauchemars nous aident à éteindre la peur, à éteindre notre stress amygdalien notamment, nous aident à digérer nos émotions, participent à la régulation émotionnelle et permettent de consolider la mémoire. Et notamment, vous le savez probablement, mais si vous faites des cauchemars avant un examen, vous avez plus de chances de réussir votre examen. Faites des cauchemars. J'espère que vous ferez un cauchemar de cette présentation, ce qui peut-être vous permettra de consolider davantage. Alors, les troubles des cauchemars apparaissent quand finalement cette maladie, puisqu'en fait en anglais c'est toujours plus élégant qu'en français, c'est Nightmare Disorder, eh bien ça survient lorsque ces cauchemars deviennent chroniques, vont affecter l'humeur, la vigilance, les performances cognitives ou les relations avec la famille et les amis au cours de la journée. Il y a un modèle cognitif proposé par Victor Spoormaker qui propose que ces cauchemars chroniques sont provoqués par une reprise récurrente de schémas d'attente fixes, on appelle ça les scripts de cauchemar, même lorsque le facteur de stress initial a disparu. Globalement, pour faire très simple, on a un cercle vicieux avec un cauchemar, un processus physiologique que vous comprenez bien maintenant, qui est dépassé par la charge émotionnelle, par la charge de stress. Ce dépassement de ce processus physiologique va se traduire par de la détresse le lendemain. Cette détresse, ce stress va nourrir la nuit suivante et va inscrire ce processus dans un cercle vicieux. Et malheureusement, au bout d'un moment, le phénomène est tellement auto-entretenu, il y a une telle perte de fonction que même les scénarios en eux-mêmes des cauchemars peuvent disparaître avec juste des sujets qui vont vivre des états très dysphoriques, très réveillants, très perturbants. Donc il y a deux processus physiologiques maintenant bien admis, qui est un processus d'extinction de la peur qui est altéré, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et puis un autre processus qui est un processus qu'on appelle d'hyperarousal ou d'hyper-éveil. Et donc les gens vont rester dans un état de stress, d'un état très stimulé qui font qu'ils vont avoir du mal à s'endormir, vont même avoir du mal à aller s'endormir, et vont fragmenter leur sommeil, ce qui va là aussi pouvoir être le terrain pour faire des cauchemars. Alors qu'en est-il des autres parasomnies, allez-vous me dire? Et j'entends déjà certains parents dans la salle se dire « Mais moi, mon enfant fait des terreurs nocturnes, est-ce qu'il est à risque d'avoir des comportements suicidaires ?» Je vous rassure tout de suite, cette étude indique que les cauchemars sont associés au risque suicidaire, les cauchemars actuels ou vie entière, les terreurs nocturnes actuelles ou vie entière et le somnambulisme actuel ou vie entière n'a pas été retrouvé comme étant associé au comportement suicidaire. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites par nos collègues psychiatres militaires qui montrent que, évidemment, ces cauchemars, lorsqu'ils sont présents, associés ou non aux troubles de stress post-traumatique, prédit l'occurrence de conduite suicidaire. Il n'y a qu'à voir le film Rambo pour en prendre pleinement conscience. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, en plus, c'est qu'il y avait une sorte de dose-réponse qui était observée. Plus les cauchemars étaient fréquents et plus le risque suicidaire était important. Vous voyez ici, souvent versus occasionnellement et pas de cauchemar. Alors ici, je résume une revue systématique réalisée par Marine Ambarakawi pour vous rappeler les différentes prévalences observées en population générale et en population psychiatrique. Donc en population générale, on fait tous, en tout cas, on a tous eu l'expérience de cauchemar et c'est tellement fréquent que 35 à 45% de la population générale fait un cauchemar au moins par mois. Par contre, la maladie des cauchemars que je vous ai définie, là, on est sur des prévalences qui sont bien inférieures. On est sur des prévalences de 2 à 8%. Dans les populations psychiatriques, là, on est sur des prévalences qui sont colossales. Quand on parle de troubles de stress post-traumatique et troubles de personnalité, et en particulier troubles borderline, on est à 70% de prévalence. La dépression, ça dépend du type de dépression. Sur les dépressions mélancoliques ou avec conduite suicidaire, on va jusqu'à 90% de prévalence.
Dans les troubles psychotiques, ça dépend des éléments de persécution, on va jusqu'à 55% de prévalence. Donc là, c'est la revue de Mathilde, hein, je viens de vous décrire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a surtout des études dans les troubles de l'humeur qui ont été faites, moins d'études dans les autres troubles, et notamment un peu moins d'études dans les troubles psychotiques. Autre étude réalisée avec Marine Ambarakawi chez une population jeune, d'adolescents et jeunes adultes, 100 patients. Dans cette étude-là, on avait exclu les patients avec troubles de stress post-traumatique. Si on devait refaire cette étude-là, peut-être qu'on ne les exclurait pas, mais à l'époque, on se disait que c'était peut-être lié à d'autres processus physiologiques, les cauchemars traumatiques, ce qui reste une hypothèse à tester. En tout cas, on avait exclu tous les et chez ces patients qui présentaient un trouble psychiatrique, 34% d'entre eux avaient des cauchemars fréquents, plus de 1 par semaine. Vous voyez, c'est monstrueux hein, comme prévalence. Et on voulait répondre à la question de quel facteur finalement va impacter, va influencer la présentation clinique psychiatrique, va augmenter les symptômes anxieux, va augmenter les symptômes dépressifs. Et comme beaucoup d'études, et notamment dans la revue qu'on avait fait juste avant, c'est pas tant la fréquence. La fréquence des cauchemars va impacter votre sommeil, évidemment. Mais c'est plus les répercussions diurnes, mesurées par la NIS, et la détresse ressentie le lendemain, par la NDQI, qui étaient associées aux symptômes dépressifs et aux symptômes anxieux. Donc on a un syndrome, une entité qui est fréquente, qui est invalidante et qui va aggraver en plus la symptomatologie psychiatrique. Alors, la question naturelle qui vient, c'est est-ce qu'il y a des thèmes, est-ce qu'il y a des contenus précis qui vont impacter le risque de suicide? Donc avec des thèmes, je vous invite à lire cette étude qui tient un journal des rêves, qui est tout à fait rigolote, parce que bon, on se reconnaît hein, dans les thèmes, là, comme là par exemple, je courais vers elle, mais plus j'avançais et plus j'arrivais pas à me rapprocher d'elle, ou tout ce que je disais finissait par le fait qu'on se moque de moi, enfin des trucs qu'on a tous vécu. Aucun thème particulier n'est associé à un surrisque de suicide. Je vais revenir un peu sur ça. Donc, là, ce que ces auteurs concluaient, c'est finalement, c'est plutôt la fréquence et la sévérité, plutôt que le contenu, qui vont prédire la crise suicidaire. Donc là, je vous parle de ça très rapidement, mais juste pour se dire, l'idée d'après, c'est de se dire, bon, bah, si on arrive à prédire des états, notamment ici, bon, on a défini le syndrome de Chronos. Chronos, c'est un grec, c'est un grec. C'était dans la mythologie grecque un dieu, comme vous le savez, qui personnifiait le temps. Et personnifiant le temps, il y avait cette capacité de voyager dans le temps et donc de prédire le futur. Et vous savez, les patients qui souffrent de troubles bipolaires, de troubles de l'humeur, sont en capacité, il y a un certain nombre d'essais qui ont été faits, d'études qui ont été faites sur ça, de prédire et de sentir. Ils sentent lorsque l'épisode est en train d'arriver, que ça soit une manie ou que ça soit un épisode. Et il y a très peu d'études qui sont faites sur ce moment du switch, ce moment de bascule. Si on comprend le moment de bascule vers un épisode maniaque ou vers un épisode dépressif, on comprend la maladie, on peut intervenir, on peut être efficace. Donc il faut vraiment se concentrer sur ça. Et on propose d'identifier un syndrome prédictif de cette progression imminente vers un épisode. Et dans ce syndrome, en fait, et je vous présenterai au CFP l'an prochain des résultats sur ce syndrome, il y a énormément de dimensions liées au sommeil, et on peut appliquer cette idée-là sur la crise suicidaire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette étude-là, où on s'est dit, bon, chez des patients qui viennent de faire une tentative de suicide, ou qui sont en crise suicidaire, qui consultent aux urgences avec des velléités immédiates, combien ont altéré leur rêve avant cette crise suicidaire? Il y avait une association statistique, mais concrètement, ça concerne combien de patients et comment? Donc on a avec Marine, encore, avec Rodolphe, avec Julia et avec Séverine, enfin bref, avec tous les collègues ici, on a regardé 40 patients qui se présentaient successivement dans notre centre renforcé d'urgence psychiatrique après donc un passage aux urgences. Et de manière immédiate, on les a interrogés en crise suicidaire sur leur altération des rêves. 80% avaient altéré leurs rêves avant cette crise suicidaire. On ne s'attendait pas du tout à une prévalence aussi grande. 67% avaient des mauvais rêves, donc c'est des rêves dysphoriques. 52% des cauchemars, des mauvais rêves qui réveillent le dormeur. Et 22%, quasiment un quart, avaient joué le scénario suicidaire avant leur crise suicidaire. C'est vraiment couillon. Hein. C'est vraiment un rendez-vous raté. Hein. Je vous rappelle que 50% des patients qui se sont suicidés ont rencontré dans le mois précédent un médecin.
donc on est en difficulté pour détecter la crise suicidaire, là, les patients avaient déjà leur scénario suicidaire dans leur rêve. C'était des patients assez sévères, hein. 97% déprimés, 60% d'insomnie, 92% de qualité de sommeil altérée au Pittsburgh, 57% de somnolence diurne excessive, donc des patients assez sévères. Et il y avait une progression de cette altération du contenu onirique qui était rapportée, avec en moyenne 4 mois avant des mauvais rêves, 3 mois avant des cauchemars, et le scénario suicidaire pour un quart d'entre eux était joué 1 mois et demi avant la crise suicidaire. Donc vous voyez que ça laisse vraiment une fenêtre d'intervention tout à fait possible. Donc si vous devez retenir un seul message clé de ma présentation aujourd'hui, c'est celui-ci. Interroger les rêves et leur altération, c'est à la fois très simple à réaliser en pratique clinique et ça constitue un signal d'alerte de la crise suicidaire. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant aux urgences chez des gens qui se présentent en souffrance, en détresse, avec des symptômes dépressifs. Comment rêvez-vous? Est-ce que vos rêves se sont altérés récemment? C'est une question très simple à poser, un changement très simple à apporter chez les professionnels de santé pour mieux dépister le risque de suicide pour lequel on n'est pas très bon actuellement. Et je finirai par ça. Il y a aussi tout un intérêt, donc avec Jean-Arthur, avec Régis, avec un ensemble de collègues, on a développé une nouvelle échelle d'évaluation de ces cauchemars. Vous l'avez vu, hein, il y a plein d'échelles qui existent, qui permettent à chaque fois d'identifier, d'évaluer des sous-dimensions de ces cauchemars. Ça fait beaucoup d'échelles. On avait besoin de développer une échelle rapide à faire. Donc il y a 9 items sous le format de Likert comme ça, qui permet d'étudier les 4 dimensions de ces cauchemars, la fréquence des cauchemars, l'impact émotionnel, l'impact diurne et l'impact nocturne. C'est une échelle qui est gratuite. On adore ce qui est gratuit. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et voici mon message donc. Les altérations du sommeil, c'est un signal d'alerte pour le risque de suicide associé à la dépression. Les cauchemars apparaissent être un signal d'alerte d'un risque imminent de suicide, en particulier chez les patients déprimés. Les altérations des rêves et leur progression, leur évolution, pourraient être facilement évaluées et pourraient permettre de mieux identifier cette phase prodromique de conversion imminente dont je vous ai parlé. Et bien sûr, tout ça offre des perspectives de prévention et d'intervention personnalisée sur les cauchemars. Et là, c'est d'autres études en cours à mener chez l'enfant, chez l'adulte. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci à toutes les équipes cliniques et de recherche aussi qui travaillent sur ces thématiques.